Mais la gratuité dont nous parlons est bien sûr une gratuité construite, économiquement construite, ce qui permet de dédramatiser l'impôt. C'est une gratuité politiquement construite. Moi, j'aime beaucoup ces maires, comme celui de Grigny, qui interpellent la population et qui disent « Voulez-vous le maintien de la gratuité du stationnement pour les voitures ou préférez-vous la gratuité de l'eau vitale, la gratuité des services funéraires, la gratuité de la restauration scolaire ?» Et puis cette gratuité, c'est aussi une gratuité construite culturellement. Il faut convaincre chaque fois qu'on veut avancer vers davantage de gratuité. Notre projet de loi cadre est une réponse à la résolution du Parlement européen en date du 20 octobre 2010. Je cite, « Le rôle du revenu minimum dans la lutte contre la pauvreté et la promotion d'une société inclusive est fondamental. » Cette résolution du Parlement européen en faveur d'un revenu minimum a été adoptée par 540 voix contre 19. Et cette résolution indiquait même le montant du revenu minimum, 60% du revenu médian de l'État concerné, soit pour la France, 950 € mensuels. Mais les deux grandes différences entre ce projet européen et notre loi cadre, c'est que nous n'avons pas été désignés pour faire simplement des déclarations de bonne intention, non suivies des faits. La deuxième différence, c'est que nous voulons un revenu minimum qui ne soit pas un revenu de survie, qui soit également au maximum démonétarisé. C'est-à-dire qu'on veut en faire un instrument de sortie du capitalisme et du productivisme, et non pas la roue de secours pour les naufragés du système. Ce revenu social démonétarisé, on verra, il peut être donné en partie en monnaie nationale, en euros, en partie en monnaie régionale, à inventer, et puis, surtout, il doit être donné sous la forme de droits d'accès à des biens communs, à des services publics, tant de litres d'eau gratuits, tant de kilowatts d'électricité gratuits, gratuité des services funéraires, etc. Ce revenu social démonétarisé, ce n'est pas un gadget de plus. Ce n'est pas une nouvelle version du RMI, du RMA, du RSA. Ce revenu social démonétarisé, tel que l'entend l'alter-gouvernement, c'est l'ébauche d'un nouveau pacte social. Le pacte des droits sociaux, dont nous avons hérité du Conseil national de la résistance, arrive aujourd'hui à bout de souffle, car il correspondait à une société capitaliste qui nous conduit dans le mur. Il faut en finir avec la casse du pacte social par la droite, mais il faut aussi en finir par le simple rafistolage par la gauche. Et nous devons faire du neuf. Être fidèle au combat émancipateur du passé, ce n'est pas accepter les politiques de régression sociale, c'est être encore plus exigeant. C'est mettre la barre encore plus haut. C'est imposer de nouveau un nouveau pacte de droits sociaux qui soit plus protecteur, qui rende plus autonome. C'est imaginer un pacte qui ne nous conduise pas à la défense du système, de ce système qui nous tue, mais qui nous permette de commencer à changer véritablement de société. Je le dirai samedi au rassemblement des Glières. Il ne s'agit pas d'abandonner les jours heureux, il s'agit d'imaginer de nouveaux jours heureux. Les jours heureux étaient le titre du programme du Conseil national de la résistance. Les adeptes du revenu social démonétarisé ne sont donc pas moins disants en matière sociale, mais ils sont mieux disants. Ce revenu garanti est un composant essentiel de ce nouveau pacte social qui nous permettra d'avancer vers plus d'autonomie, mais aussi d'en finir avec la centralité du travail dans nos existences. Les négociations que l'alter-gouvernement a conduites avec les partenaires sociaux montrent la qualité des débats entre les partisans du revenu d'existence, du revenu citoyen, de la dotation individuelle d'autonomie ou la revendication des confédérations syndicales en faveur d'un salaire socialisé, c'est-à-dire maintenu entre deux contrats de travail.
notre ministère est aujourd'hui en mesure de rapprocher ces positions, puisque nous sommes tous d'accord pour dire que la société doit garantir à chacun de quoi vivre frugalement, certes, mais de façon totalement sécurisée, totalement inconditionnelle. Ce revenu social démonétarisé, c'est donc un nouveau contrat social, comparable à ce que fut le compromis fordiste. Cette gratuité des services publics impose un nouveau type de production des richesses, sociales, écologiques, responsables. On le verra tout à l'heure. Si on prône la gratuité de la restauration scolaire et pourquoi pas sociale, c'est pas pour faire la même chose que la Sodexo. C'est bien pour aller vers une alimentation relocalisée, ressaisonnalisée, moins gourmande en eau, assurant la biodiversité, moins carnée. C'est-à-dire que ce revenu garanti, cette gratuité des services publics, c'est aussi un outil, un instrument pour changer nos façons de produire, nos façons de consommer. Ce revenu inconditionnel permettra que les nouveaux droits sociaux ne seront plus attachés à l'entreprise, au salariat, mais à la personne. Et je dirais à la personne durant toute sa vie. Les débats sur les formes que doit prendre ce revenu social doivent naturellement se poursuivre. Mais je crois que nous n'avons rien à gagner à cultiver ce qui, finalement, nous différencie. Nous devons, au contraire, chercher une convergence qui tienne compte de notre histoire. Nous ne devons plus répéter 20 ans d'échecs et plus de notre combat en faveur de la gratuité. Nous ne devons pas davantage être dupes lorsque nos adversaires de droite, comme Alain Madelin, Christine Boutin ou Dominique de Villepin, parlent de dividendes sociales. Ce qui nous oppose à la droite, ce n'est pas seulement le montant du revenu garanti, même si c'est déjà le montant du revenu garanti. Ce n'est pas uniquement son caractère universel ou pas, inconditionnel ou pas, c'est la place qu'occupe ce revenu garanti universel et inconditionnel comme instrument de sortie du capitalisme. Pour le dire autrement, ce revenu garanti, ce n'est pas un revenu de survie. Je le dis d'autant plus que Montebourg, dans son dernier ouvrage qui est paru il y a quelques jours, juste avant sa nomination, parle lui aussi de revenu de survie. Tout Français aurait le droit de survivre décemment. Page 254. Il envisage même le versement d'un capital d'existence. On est totalement à l'opposé de ce que l'alter-gouvernement propose. C'est-à-dire d'une sécurisation totale de l'existence des individus. Nous, le revenu garanti est lié à la construction de communs. Il est un instrument vers une autre société et non pas, j'insiste, une façon de survivre pour les seuls naufragés du système. J'ai toujours dit ma préférence pour un revenu inconditionnel qui aurait plusieurs formes. Une partie versée sous forme de monnaie nationale, en euros. Une autre partie sous forme de monnaie locale, pour faciliter la relocalisation des activités économiques. Moi, j'aime bien ces villes désobéissantes, comme celle de Grigny, qui ont battu une monnaie désobéissante, le grignereau, et qui envisagent de verser une partie des aides sociales sous forme de monnaie locale, valable bien sûr, seulement sur des produits à haute valeur ajoutée sociale et écologique. C'est-à-dire que nous ne sommes pas démunis. Et puis, moi j'aime beaucoup cette idée que le revenu garanti soit versé au maximum sous une forme démonétarisée. Le sarcophage avait co-organisé avec la communauté d'agglomération Les Lacs de l'Essonne, il y a maintenant 2 ans, le premier colloque national sur la gratuité. Et c'était pour moi quelque chose d'extraordinaire, de découvrir à quel point, j'allais dire, il y a finalement tout un socialisme qui était en souffrance, qui était déjà présent, on ne le voyait pas. Ici, on commence par la gratuité de l'eau vitale, 40 litres d'eau par jour et par personne. Ailleurs, c'est la gratuité des transports en commun urbains. Ailleurs encore, c'est la gratuité des services funéraires, comme la ville de Montsartou. Moi, j'aime bien cette gratuité des services funéraires, parce que symboliquement, ça me semble essentiel.
être au moins égaux devant la mort. Et si nous sommes égaux devant la mort, on a peut-être plus de chances de pouvoir l'être dans la vie. Mais je dirais, libre à chaque collectivité de commencer par ce que lui semble essentiel. Le plus important, c'est de construire ces petits morceaux de gratuité, en sachant que cela va permettre finalement de réaliser un effet de masse, un effet de seuil, et de préparer le basculement vers une autre société. Et puis ce que j'aime bien aussi avec cette gratuité, ce combat pour la gratuité, c'est que ça ne peut pas se faire sans l'intervention de la population. À l'heure de l'urgence sociale et environnementale, nous devons tous être convaincus qu'il n'y a pas de solution sans un surcroît de démocratie. Eh bien, la gratuité, c'est une façon de donner du grain à moudre à ce qu'on appelle la démocratie participative et que je préfère appeler la démocratie active. Il ne s'agit pas, bien sûr, de vouloir la gratuité de tout, parce que la gratuité a nécessairement un coût. Donc les gens vont devoir choisir. Mais lorsque vous interpellez la population à partir de son vécu, de son ordinaire, en disant « qu'est-ce que vous voulez qu'il soit gratuit ?», vous remplissez les salles. Vous rendez aux gens leur sentiment de compétence que le système leur a enlevé. Il n'y aura pas de société de la gratuité si nous ne sommes pas convaincus que la vraie démocratie, c'est toujours de postuler la compétence des incompétents. Et que les experts ne sont là que pour informer les citoyens, que pour ouvrir le champ des possibles, que pour montrer qu'il n'y a pas un seul monde possible, mais qu'il y a une pluralité de solutions. J'ai chargé les services de notre ministère, sous la responsabilité de Baptiste Milondo, de réfléchir au financement de ce revenu social. Sa note de synthèse paraîtra dans le numéro 3 de la nouvelle revue Les Indignés. Et cette note de synthèse a pour titre « Financement, l'embarras du choix ». Je le cite, « Financer un revenu inconditionnel ne pose aucun problème. Cependant, dire que le financement ne pose pas de problème ne signifie pas qu'il ne pose pas de questions. Les modalités de financement sont en effet nombreuses. Il reviendra au législatif de trancher dans le cadre de notre loi cadre. Je résume cependant les différentes pistes. Il y a tout d'abord un autofinancement partiel du revenu social. Le revenu garanti existe déjà, de façon conditionnée, de façon éclatée, de façon imparfaite. Mais un certain nombre de ressources sont déjà engagées au titre de la protection sociale. Le revenu garanti s'autofinance également en faisant faire des économies. Il rend en effet caduques les coûteuses et inefficaces politiques de l'emploi, les aides aux entreprises. Il permet d'économiser également sur les dépenses de fonctionnement de l'État, puisqu'il supprime le coût des contrôles, sans parler le coût humain de ce contrôle. Le reste du financement peut être assuré de 3 façons. Par la planche à billets. Je précise que mon ministère préfère la création de monnaie locale plutôt que la création de monnaie centrale. Nous assurons ainsi à la fois le financement du revenu garanti et les conditions économiques d'une relocalisation. Mais ce financement peut être assuré aussi par une refonte de la fiscalité. Il n'y aura pas de revenu garanti s'il n'y a pas en même temps un revenu maximal autorisé. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de cette loi générale, nous allons préparer une autre loi instaurant un revenu maximal autorisé.